9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Ce devait être une prise de guerre. Damien Abad, l'ancien chef des députés LR à l'Assemblée nationale et autrefois opposant à Emmanuel Macron, a été nommé vendredi dernier ministre des Solidarités du gouvernement Borne. 24 heures plus tard, samedi soir, le site d'information Mediapart publie une longue enquête qui rapporte les paroles de 2 femmes accusant le ministre de viol et d'agression sexuelle. Les premières heures du nouveau gouvernement changent du tout au tout et chaque ministre en déplacement sur le terrain est interrogé par les journalistes dès dimanche sur ce qu'on appelle désormais l'affaire Abad. Affaire Abad, affaire Darmanin, affaire PPDA, le site en ligne Mediapart est l'un des pionniers et des moteurs en matière d'enquête sur les violences sexuelles. Ces affaires qui sortent dans la presse tour à tour témoignent de la libération de la parole qui avait commencé aux États-Unis avec le mouvement MeToo. En France, l'un des témoignages les plus marquants fut celui de l'actrice Adèle Haenel en 2019. Témoignage recueilli par notre invité qui depuis ne cesse d'enquêter sur le sujet. Bonjour Marine Turki. Bonjour. Vous êtes journaliste au pôle enquête de Mediapart. C'est vous qui signez donc cette enquête qui concerne ce nouveau ministre Damien Abad et de nombreux autres. On va y revenir sur les suivantes. Mais pour commencer, cette affaire Damien Abad qui résonne au plus haut sommet de l'État, qui a totalement éclipsé les premiers pas du gouvernement Borne. 2 femmes que vous appelez Chloé, elle a 41 ans, et Margot, 35 ans, vous les appelez ainsi dans votre article, témoignent. Quels faits présumés vous ont-elles rapporté ? Alors, toutes les deux déjà ne se connaissent pas. Margot, c'est son vrai prénom. Chloé, c'est un prénom d'emprunt, je le précise. Alors, Margot, elle avait porté plainte en 2017. Margot, elle dénonce des faits de viol. C'est une ancienne militante centriste de 35 ans aujourd'hui. Elle rencontre Damien Abad à l'époque dans la mouvance centriste où elle est militante. On est en 2009 quand elle le rencontre. Il y a d'abord un flirt qui s'engage par SMS, d'après ce qu'elle a rapporté. Du côté de Damien Abad, ils vont se voir, échanger. Il y a plusieurs SMS déjà qui, d'après ce qu'elle dit, l'auraient gêné. Moi, je les ai vus, ces SMS. Effectivement, on voit un Damien Abad très insistant, ne respectant pas d'ailleurs ses refus. Quand elle lui dit non, tu ne vas pas venir chez moi à minuit et demi le soir, il insiste. Quand elle lui dit, je n'ai pas envie d'envoyer un SMS avec une photo de moi dénudée, il insiste. Donc, il n'entend pas trop, visiblement, d'après son récit, d'après ses SMS, le non-consentement à ce moment-là. Mais il va y avoir une rencontre à son domicile à elle, après un début de relation consentie. D'après son récit, il l'aurait forcée à des pratiques sexuelles qu'elle ne souhaitait pas. Elle affirme qu'elle lui a dit non de manière répétée. Elle affirme qu'elle a arrêté de bouger et qu'il a malgré tout continué. Elle a porté plainte pour viol en 2017. Ça a été classé sans suite par la justice. Et puis il y a l'autre témoignage que j'ai recueilli, c'est celui de Chloé qui a 41 ans. Chloé, elle est amenée dans le cadre de son travail à côtoyer des élus, des responsables politiques. Elle rencontre à un mariage Damien Abad. Ils vont se revoir à la fois pour des rendez-vous amicaux et puis des rendez-vous professionnels. Elle explique qu'alors qu'elle buvait un verre que lui avait apporté Damien Abad, une coupe de champagne, elle s'est sentie mal. Elle a fait un blackout. Elle se souvient que d'une chose, dit-elle, s'être réveillée dans la chambre d'hôtel aux côtés de Damien Abad. Elle était en sous-vêtements, sans aucun souvenir de comment elle était arrivée là. Évidemment, ça pose beaucoup de questions. Elle dit avoir eu le sentiment d'avoir été droguée. Donc, ce sont ces 2 témoignages, notamment, que j'ai recueillis, mais il y a aussi d'autres choses qui émanent notamment de gens qui ont milité dans la mouvance centriste ou à droite et qui me racontent des accusations de comportement inapproprié qu'aurait eu Damien Abad à l'égard de collaboratrices. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, notamment de la part du secrétaire général de LR, Aurélien Pradier, qui me dit avoir questionné Damien Abad à ce sujet en novembre 2020. Il faut savoir que cet épisode n'est pas démenti par Damien Abad, qui m'a simplement dit que c'était une tentative peut-être de déstabilisation politique de la part de LR. On va en parler évidemment au cours de cet entretien. Quand et comment prenez-vous contact avec ces 2 femmes, ou plutôt, qui prend contact avec qui ? Alors, il y a une première alerte qui m'arrive en janvier 2021, enfin précisément pendant les vacances de Noël 2020-2021. Comme on en reçoit plein à Mediapart, on en reçoit 1 millier par an, je dirais, donc ça fait beaucoup. Moi, évidemment, je regarde, ça m'intéresse de regarder ça. Ce témoignage, je vais effectivement le recueillir, le creuser. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de témoignage ? On va tout recouper. Les dates, les lieux, les protagonistes, on reprend tout, on vérifie tout. Et puis, à partir de là, on mène une grande enquête où on appelle plein de gens. Ça dure longtemps. Voilà, je trouve de nouvelles choses, ça dure pendant 1 an. Et puis, à l'époque, je suis pas en mesure de publier, mais surtout, on m'évoque d'autres pistes que je n'arrive pas à recouper. Vous parliez de janvier 2021. Une femme vous appelle à ce moment-là ou les 2 ? C'est une
de ces deux femmes qui me contactent par mail, parce qu'elle a vu mon enquête autour d'Adèle Haenel, elle a vu notre travail à Mediapart. Collectivement, on travaille beaucoup sur ces sujets, on le fait de manière très approfondie, très rigoureuse. Donc elle me contacte en disant voilà ce qui m'est arrivé. Donc je vais la rencontrer très longuement, on va avoir beaucoup de contacts et je vais tout vérifier. Et je vais lui dire, et c'est souvent la question qu'on pose dans ces cas-là, à qui vous êtes confié au fil des années. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On appelle nous-mêmes les personnes à qui elle a pu se confier pour savoir ce que eux ont entendu des confidences de Chloé en l'occurrence. Donc c'est ce travail-là qui va prendre un petit peu de temps et puis je vais essayer aussi beaucoup d'autres pistes. À l'époque, on n'est pas en mesure de publier parce que on estime qu'on peut trouver plus et puis que c'est pas assez. Donc on continue et je me rappelle notamment qu'en 2017, il y avait des rumeurs autour d'une plainte pour viol qui aurait visé Damien Abad. Donc je vais retrouver cette plaignante, je vais retrouver le dossier d'enquête judiciaire. Donc tout ça, c'est une grosse masse de travail aussi, à éplucher, à recouper. Là aussi, il y a des personnes à qui cette jeune femme s'est confiée. Donc je vais retrouver ces personnes, les interviewer. Et c'est très important de savoir que ces femmes ont pu se confier, ce qu'elles ont dit à l'époque, leurs ressentis. Voilà, quand elles ont témoigné de ça il y a 10 ans auprès de proches ou de collègues, c'est important, ça pèse quand même. Et puis évidemment dans ce dossier, il y a des mails, il y a des SMS, il y a des choses qui pour le coup sont très factuelles, avérées, voilà. Donc on n'est pas en mesure à ce moment-là de publier. Mais en février, je vais avoir des nouvelles informations. Parce que c'est une enquête au long cours, je continue. En février 2022. En février 2022. J'ai une nouvelle piste. Donc je continue de travailler, etc. Et là, l'enquête se renforce vraiment. Et là, j'ai vraiment connaissance d'accusations de comportement inapproprié de Damien Abad avec des collaboratrices. Donc je continue d'enquêter au Parlement européen, à l'Assemblée nationale. Et puis en avril, le nom de Damien Abad circule fin avril comme potentiel ministre et puis comme candidat aux législatives. Et ça, pour Chloé notamment, c'est insupportable. Ça, on retrouve ça dans beaucoup d'affaires. Dans l'affaire Denis Baupin, quand Denis Baupin pose avec du rouge à lèvres pour la Journée internationale des droits des femmes, c'est insupportable et ça motive les femmes à dire cette fois-ci, on va parler dans la presse. On va pas seulement parler dans des rendez-vous avec la journaliste, on va témoigner dans l'article. C'est exactement ce qui se passe là, et ça s'est passé aussi pour Darmanin. C'est-à-dire qu'on voit bien que la nomination, pour celles qui disent, en tout cas, avoir été violées, forcément, de leur point de vue, c'est insupportable. Donc, elle décide de faire un signalement, Chloé. Elle va contacter l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles qui a été créé en février par les initiatrices du collectif MeToo Politique. Elle les contacte et elle leur dit qu'elle souhaite alerter. Elle ne souhaite pas qu'un homme dont elle dénonce le comportement qu'il aurait eu avec elle soit nommé ministre ou investi au candidat législatif. Donc c'est très clair pour elle. À ce moment-là, du coup, ça s'accélère et pour moi, du coup, il y a aussi des nouvelles questions qui doivent être posées à LREM, à LR, puisque ce signalement est adressé par l'Observatoire le 16 mai à Aurélien Pradier chez LR, à Christophe Castaner, Stanislas Guerini chez LREM notamment. Et donc là, du coup, moi, il y a des questions sur les procédures d'alerte qui se posent. Et c'est aussi la question que pose mon enquête. Qu'est-ce qu'on fait des alertes ? Juste un mot sur ce collectif. Certains voient là, et notamment du côté de LREM ou de LR, un organisme politique qui agit avec des arrière-pensées politiques, puisqu'il dépend, et beaucoup de femmes qui font partie de LFI, la France Insoumise, ou des Verts. Que répondez-vous à ce reproche? Alors déjà, ce collectif, cet observatoire, il agit sur tous les partis. C'est d'ailleurs ce qu'il déclare cette semaine. Il agit sur tous les partis et pas seulement sur LREM ou voilà. L'autre chose, c'est que ce collectif, il est par exemple soutenu par des élus comme Nelly Garnier, qui est très investie à LR sur les questions de violences sexuelles et sexistes. Donc c'est la question des signalements qui nous a intéressés en fait dans cette enquête notamment. Il y a la question de quel est l'usage que fait ou que ferait un élu de son pouvoir par rapport à des militants, des collaboratrices, des administrés. Ça, c'est une question qui traverse nos enquêtes. Bien sûr. C'est la question de l'éventuel abus de pouvoir. Et puis, il y a la question des alertes. Et je crois que là, on est au cœur du sujet. Alors, encore un mot de chronologie, parce que c'est important. Vous dites que le fait que le nom de Damien Abad circule comme possible ministre a suscité l'envie de cette femme d'aller plus loin. Est-ce que vous-même, vous auriez publié ce papier si Damien Abad n'avait pas été nommé au gouvernement ? Bien évidemment. Pour moi, la question qu'il soit ou pas nommé au gouvernement, ça ne change rien au fait que je peux, en tout cas, les témoignages que je peux recueillir, les éléments. Pour moi, ce sont des faits d'intérêt public qui éclairent le comportement présumé d'un élu. Alors, il était patron du groupe LR à l'Assemblée nationale. Là, il est ministre, mais pour moi, c'est la même question. C'est l'usage que fait un élu de son pouvoir. Vous savez, il y a beaucoup d'enquêtes qu'on publie qui concernent des gens qui ne sont pas forcément des personnages de premier plan ou des personnages médiatiques. Ça intéresse moins, mais on les publie, ces enquêtes, parce que
que dans ces affaires, ce qui traverse ces affaires, ce sont des faits d'intérêt public, c'est pas des faits privés. Et ça, je l'entends souvent, il faut bien répéter à celles et ceux qui nous écoutent, on n'est pas dans des histoires privées. On est dans des histoires où il y a des femmes qui dénoncent des potentiels crimes et délits quand même. Donc on est dans des faits d'intérêt public, voilà, comme on peut sortir nous à Mediapart des affaires de corruption, des affaires financières. On traite les violences sexuelles comme on traite tous les sujets. Et pourquoi votre présence ici nous intéresse, Marine Turki, c'est que justement l'affaire Damien Abad devient peut-être une affaire gouvernementale. Elle touche la Première ministre, le Président de la République. Savait-il ou non? C'est une question journalistique. Vous restez avec nous, Culture Média continue. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. On parle de l'affaire Damien Abad. Tout est parti où l'affaire a vraiment démarré avec un article de Mediapart signé Marine Turki qui est dans ce studio. On en parle depuis tout à l'heure. Quand Mediapart décide de publier cette enquête, c'est une décision que vous prenez seul ou est-ce que c'est en concertation avec notamment Edwy Plenel, le président de Mediapart, Fabrice Arfi, le responsable du pôle enquête, toute la rédaction? Comment on prend la décision de publier ou non une enquête aussi explosive? Alors déjà, à Mediapart, nos enquêtes ne se mènent jamais seules. Même si c'est moi qui signe cet article, ce sont des discussions collectives incessantes. Avec Lénaïque Bredou, qui est gender editor chez Mediapart, avec Michael Ashdenberg, qui co-dirige avec Fabrice Arfi le service enquête. Ce sont des discussions qu'on a tout le temps. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que là, on est assez solide? Est-ce que là, on peut encore travailler? Quelle piste il nous reste à explorer? Donc ça a été, pendant 1 an et demi, des discussions incessantes sur ce dossier. Et puis là, on a estimé qu'on avait assez d'éléments, et puis qu'il y avait surtout ce signalement qui nous permettait de questionner LR et LREM et Matignon. Votre enquête n'est pas uniquement à charge, vous donnez la parole à Damien Abad dans de longs verbatim pour que lui donne sa version des faits. Comment se sont passés vos échanges avec lui? Par quel biais? D'abord, vous avez prise de rendez-vous, un entretien téléphonique, un échange de mails, comment vous vous êtes parlé? Alors j'ai demandé à Damien Abad, je lui ai demandé directement qu'on puisse se voir, un entretien. Je l'ai sollicité d'abord pour un entretien, en lui disant voilà, moi j'ai des accusations de violence sexuelle qui vous visent, j'aimerais en discuter pour recueillir votre point de vue, vos explications, votre contexte, votre version à vous. Il n'a pas répondu. J'ai relancé par tous les biais possibles, son avocat, son collaborateur. J'ai relancé je ne sais pas combien de fois. Et puis à un moment donné, il m'a dit je vais vous répondre. Et j'ai en fait reçu une réponse écrite. Parce qu'entre-temps, du coup, j'ai envoyé mes questions. Des questions détaillées. C'est important de le dire parce que c'est pas juste 2 questions comme ça. C'est une longue liste de questions avec tous les éléments qui ensuite seront dans l'article. Pour qu'il ait tous les éléments en main pour pouvoir expliquer, se défendre, redonner des éléments. Si par exemple, il m'avait donné des éléments qui contredisaient des choses que j'avais, j'aurais relancé de nouvelles investigations, un nouveau travail, j'aurais continué. Ça m'arrive régulièrement. En l'occurrence, il n'a pas répondu à mes 15 questions précises, il a répondu à un texte global qui s'appelait, c'est assez cocasse, EDL, éléments de langage, Damien Abad, Marine Turki. Visiblement, si j'en crois les métadonnées du document, un document rédigé avec son avocat, mais c'est tout à fait son droit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était une réponse globale qui n'était pas précisément sur toutes mes questions. Et notamment sur le témoignage de Chloé, j'ai trouvé que sa réponse était très, très courte. Moi, j'avais beaucoup de questions que j'aurais aimé l'entendre sur un certain nombre de points. Donc évidemment, je déplore qu'il n'ait pas souhaité s'entretenir là-dessus avec moi. Je pense que c'est le meilleur moyen pour démêler des sujets qui sont évidemment complexes. Et dernier point, c'est le contradictoire. Vous savez, dans ces enquêtes-là, les gens s'imaginent que on arrive et 24 heures avant de publier, on appelle la personne et on lui dit qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus. C'est pas du tout ça. Le contradictoire, c'est-à-dire le moment où on appelle toutes les personnes ou les institutions mises en cause dans notre article, c'est une vraie phase à part entière. Ça allait être ma question, pardonnez-moi, cet échange avec Damien Abad, c'était quand? Ça, cet échange, moi je l'ai sollicité vendredi. Et j'avais pas de réponse. S'il m'avait dit, écoutez, moi, j'accepte votre demande d'entretien, mais on se voit mardi, j'aurais attendu. Je n'ai pas de réponse. Et puis samedi, il me dit qu'il va répondre. Donc, une fois que j'ai les réponses de Damien Abad... Mais la première fois que vous l'avez sollicité, parce que vous disiez, vous avez lancé cette enquête en janvier 2021. La première fois que vous l'avez sollicité, c'était quand? C'était vendredi, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand on mène ces enquêtes-là, d'abord, on récolte tous les éléments. Tous les éléments, on appelle un certain nombre de personnes qui disent des choses différentes, qui peuvent être des gens de son entourage aussi, etc. Une fois qu'on a fini ce travail, on appelle la personne ou les personnes mises en cause, et puis on leur dit voilà, moi j'ai ça, ça et ça. On peut pas le faire avant d'avoir tous les éléments. Par contre, s'il m'avait dit moi j'ai besoin d'une semaine pour prendre connaissance de ça, etc., j'aurais accepté. Et ça m'est déjà arrivé dans plein d'enquêtes. Mais ce que je remarque, c'est que les mis en cause dans ces affaires acceptent rarement un entretien, alors que c'est le meilleur moyen de démêler un petit peu tout ça. Et le contradictoire, c'est une vraie phase où on essaye de recueillir les réponses des personnes mises en cause sur chaque point. C'est pas une phase 24 heures avant où on publie. Donc quand j'ai les réponses de Damien Abad samedi, je suis en mesure de publier. Si je ne les avais pas eues, j'aurais pas publié samedi. Principale ligne de défense de Damien Abad, c'est son handicap. Il vous dit qu'il est, je le cite dans votre papier, dans l'incapacité de porter une personne, de la transporter et de la déshabiller. Défense corroborée hier par le témoignage de son ex-aide-soignante, elle s'appelle Muriel, interrogée par plusieurs médias comme sur RMC Story. J'ai eu beaucoup de mal à le croire
dans la mesure où je connais le handicap de Damien. Je l'habillais de haut en bas parce qu'il n'était pas capable de le faire. Il a besoin des bras des autres. Il ne peut même pas boutonner une chemise, mettre des chaussettes, lacer ses chaussures, même mettre les chaussures. Il ne peut pas dégrafer quoi que ce soit. Maintenir une personne, non, il ne peut pas. A priori, il faut de toute façon que la personne soit consentante, à mon avis, pour avoir des relations sexuelles avec lui, parce que doit falloir l'aider, quoi. Alors Muriel précise qu'elle ne remet pas en cause la parole de ces femmes, mais qu'elle doute de la matérialité des faits. Damien Abad, je le précise pour qui ne le saurait pas, est atteint d'une maladie congénitale qui s'appelle l'arthrogrypose, qui atteint la mobilité de ses 4 membres. Ce que vous rappelez dans votre enquête, est-ce que vous avez pu vérifier la faisabilité des faits en prenant compte de son handicap? Alors déjà, ce que disent les deux plaignantes, vraiment, chacune, elles m'ont expliqué que ce qui était compliqué, c'est qu'elle devait le déshabiller. Enfin, Margot, en l'occurrence, elle m'explique, et c'est dans l'article, que justement, elle devait l'aider, y compris après, à se rhabiller. Et que c'est ça qui rendait les choses compliquées aussi, c'est qu'elle dit, si je le renvoyais, repoussais très violemment, il fallait ensuite que je le rhabille. Vous voyez, voilà. Mais elles disent aussi qu'il y a un certain nombre de choses qu'il peut faire tout seul. Et que elle cite ses déclarations dans la presse, moi je les ai retrouvées, où il explique qu'il est champion de ping-pong chez les valides, où il explique qu'il a fait du foot ou du karting ou du ski, enfin tout un tas de choses. Mais moi, je ne suis pas expert médical. Et ce que je remarque, c'est que dans l'enquête judiciaire, ils se sont contentés de la parole de Damien Abad, qui a dit voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux pas faire. Ils auraient dû, de toute évidence, prendre un expert médical pour un petit peu en savoir plus sur le handicap de Damien Abad, sur les facultés physiques qui sont les siennes. On ne peut pas se contenter de sa parole. Donc ça, c'est quand même un manque de l'enquête judiciaire. Mais il faut aussi ajouter autre chose. Dans les affaires de violence sexuelle, là je parle en général, la contrainte, elle n'est pas toujours que physique, elle est aussi psychologique, morale, et je crois que ça, c'est assez étayé aussi dans l'article. Et elles disent justement que ces deux femmes étaient pas tétanisées, mais avaient en tête le fait qu'il ait un handicap. Margot dit « j'aurais viré n'importe qui, mais Damien avait un handicap ». Et Chloé dit « je ne l'ai jamais trop rembarré ou brusqué, y compris le lendemain des faits, parce qu'on ne fait pas ça avec une personne qui a un handicap ». Donc c'est encore plus compliqué que ce que vous dites. L'affaire prend un tournant encore plus politique quand on s'intéresse à la chronologie, car elle touche tout l'exécutif, je l'ai dit. Elisabeth Borne a affirmé dimanche « bien évidemment, je n'étais pas au courant ». Elle dit avoir découvert votre article la veille, et on a appris hier, selon des infos de BFM TV, que contrairement à ce qu'elle avait dit dimanche, elle était au courant de la plainte, classée sans suite, dont avait été sujet Damien Abad avant sa nomination. Emmanuel Macron également. Quelles étaient vos infos à vous? Et pour reprendre la une du JDD, où on voit Elisabeth Borne qui dit « je ne mentirai pas aux Français », Elisabeth Borne a-t-elle menti? Ce qui est certain, c'est que quand j'entends Elisabeth Borne, dimanche matin, expliquer qu'elle découvre ses accusations avec l'article de Mediapart samedi soir, ça, c'est faux. Et je vais vous dire pourquoi. Vendredi, en fin de journée, voilà, je suis dans toutes mes questions, tout mon contradictoire, j'appelle le service com de Matignon. Je les ai au téléphone. Je leur dis que je suis journaliste à Mediapart et que je vais terminer une enquête importante, que je veux leur envoyer des questions. Je les envoie dans la foulée, ces questions. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas que j'envoyais des questions. Un long mail de questions dans lequel il est question du signalement. Je cite longuement le signalement de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. Je cite la plainte de 2017. J'ai un certain nombre de questions aussi sur les accusations qui visent Damien Abad par rapport à son comportement face aux collaboratrices. Tout ça, c'est dans mon mail. Je n'ai pas de réponse. Samedi matin, je fais une relance à la première heure. Pas de réponse. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'en ai toujours pas. Mais je ne comprends pas, étant donné que je les ai eu au téléphone vendredi, comment ils peuvent dire dimanche qu'ils découvrent tout ça. Et puis, il y a aussi Stanislas Guérini, Christophe Castaner chez LREM. Je leur envoie aussi mes questions vendredi après-midi sur leur téléphone portable. Christophe Castaner me répond. Il me dit qu'il n'a pas vu le mail de l'Observatoire qui est tombé dans les spams, visiblement, dit-il. Stanislas Guérini, alors même qu'il reçoit un message où il est question d'un signalement sur un viol présumé, ne me répond pas. Ça pose des questions quand même, il est aujourd'hui au gouvernement. Donc quand j'entends la porte-parole du gouvernement dire aucun membre du gouvernement n'avait connaissance des accusations, c'est impossible. Merci beaucoup Marine Turki, enquête à lire sur le site de Mediapart. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, on va parler de toute autre chose, la chaîne musicale Mezzo, seule offre mondiale consacrée à la musique classique et au jazz, présente dans 80 pays et elle dessert 60 millions d'abonnés. On sera avec son PDG Hervé Boissière qui dirige aussi le Netflix de la musique classique, c'est ainsi qu'on l'appelle, Medici.tv. À tout de suite sur Europe 1. Philippe Vandel. Culture Média sur Europe 1.